En cette nuit de 1455, seul le grincement du lit royal osa briser le silence sépulcral de la chambre nuptiale. Ce n'était pas le bruit de la passion, mais la bande-son d'une performance désespérée. Un spectacle de virilité exigé sous le poids de dizaines de regards indiscrets. Là, sur ce lit nuptial transformé en scène de théâtre, un roi que l'histoire a surnommé l'impuissant devait prouver sa masculinité, non pas une, mais 3 fois avant l'aube. Chaque mouvement était jugé, chaque souffle analysé par des nobles, des dames d'honneur et des ecclésiastiques dont l'unique fonction était de certifier l'acte le plus intime comme un sacrement d'État, une garantie pour la légitimité de la succession au trône. Ce que les chroniques officielles ont enregistré comme la nuit de noces d'Henri IV de Castille et Jeanne de Portugal fut en réalité le point culminant d'une conspiration silencieuse. Une farce monumentale, orchestrée pour dissimuler un secret d'État capable de détruire un royaume et pour légitimer une héritière dont le sang allait devenir le plus grand mystère de l'histoire d'Espagne. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas le récit d'une consommation, mais la chronique d'une humiliation institutionnalisée, un rituel de pouvoir qui a transformé l'intimité en une arme de contrôle absolue et dont l'écho mensonger allait changer à jamais le destin de 2 nations. Avant de plonger au cœur de ce complot royal, si ces secrets d'histoire cachés vous fascinent, rejoignez notre cercle de passionnés. Votre soutien est précieux. Montrez-le avec un pouce levé et en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. J'aime particulièrement savoir d'où vous nous écoutez. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Et surtout, quelle figure historique hante vos pensées et mériterait que l'on dévoile ses secrets. Partagez vos suggestions, elles sont ma plus grande source d'inspiration. Notre histoire prend racine au cœur du XVe siècle, dans un royaume de Castille en proie à de profondes divisions. Cette période, charnière pour la péninsule ibérique, est marquée par les dernières phases de la Reconquista, mais surtout par une instabilité politique chronique. Le pouvoir royal est fragile, constamment défié par une noblesse arrogante et surpuissante, dont les factions rivales conspirent sans relâche pour accroître leur influence au détriment de la couronne. Dans ce climat de tension permanente, où chaque alliance est éphémère et chaque succession contestée, la naissance d'un héritier mâle légitime n'est pas une affaire privée, mais l'enjeu politique suprême. Elle représente la seule promesse de continuité dynastique, l'unique rempart contre la guerre civile qui menace à chaque instant. C'est dans ce décor impitoyable, où la moindre faiblesse personnelle est exploitée comme une arme politique, que le mariage d'Henri IV et de l'infante portugaise Jeanne est scellé. Une union qui, loin d'être une simple alliance diplomatique, devient rapidement l'épicentre d'un drame national où l'intime et le politique s'entremêlent tragiquement. Au centre de ce drame se trouvent 2 figures dont le destin est scellé avant même leur rencontre. D'un côté, le roi Henri IV de Castille, un monarque dont le règne est déjà miné par les rumeurs les plus humiliantes. On le surnomme El Impotente, un sobriquet qui le poursuit dans les couloirs de son propre palais et qui remet en question non seulement sa virilité, mais sa légitimité même à gouverner. Décrit comme un homme indécis, fuyant les responsabilités de l'État et du lit conjugal, il est l'antithèse du souverain puissant que son royaume attend désespérément. Face à lui, l'infante Jeanne de Portugal, une princesse réputée pour sa beauté et sa vivacité, envoyée en Castille avec une mission unique et non négociable, donner un héritier au trône et, par là même, cimenter une alliance politique cruciale. Elle n'est pas une épouse, mais un instrument dynastique. Son ventre est considéré comme une propriété d'État, son corps, le futur réceptacle de la survie du royaume. Leur union n'est donc pas la rencontre de 2 êtres, mais la collision de 2 solitudes écrasées par le poids écrasant des attentes politiques. Cette collision n'était cependant pas laissée au hasard. Elle était encadrée par un système de contrôle implacable, un mécanisme de surveillance intime où le corps royal cessait d'être privé pour devenir une affaire d'État. Au cœur de ce système se trouvait un rituel aussi fascinant que brutal, la cérémonie publique du coucher ou bedding ceremony. Loin d'être une simple tradition, cette pratique était un protocole politico-religieux obligatoire, conçu pour transformer l'acte de consommation en un spectacle public sous le regard intrusif des élites. La chambre à coucher royale n'était plus un sanctuaire d'intimité,
mais une arène où la validité d'un mariage et l'avenir d'une dynastie se jouaient en quelques heures. Autour du lit se tenait une cour silencieuse de témoins, des ecclésiastiques de haut rang, les plus grands nobles du royaume et les dames d'honneur de la reine. Leur présence n'était pas symbolique. Ils étaient les garants officiels de l'union, chargés d'inspecter, d'écouter et de témoigner que le sacrement du mariage avait bien été physiquement accompli, assurant ainsi la légitimité de tout futur héritier. Avant même d'entrer dans la chambre, la jeune reine subissait des inspections pour vérifier sa pureté, tandis que le roi était scruté, chaque signe de nervosité interprété comme une preuve potentielle de l'incapacité dont on le soupçonnait déjà. C'était une machine à fabriquer de la légitimité au prix de toute dignité. La réalité de ce rituel est troublante, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce complot. Si, comme moi, vous croyez que ces vérités cachées méritent d'être révélées, votre abonnement est notre plus grand soutien. Chaque pouce levé nous confirme que ces histoires doivent sortir de l'ombre. Continuez à partager vos réactions dans les commentaires. C'est dans cet espace d'échange que notre communauté puise sa force. Votre engagement est la clé qui ouvre les portes des archives les plus secrètes. Ces portes, nous allons les ouvrir maintenant. Imaginez la scène. La chambre royale, éclairée à la lueur vacillante des bougies, est pleine d'ombre et de murmures étouffés. Jeanne, pétrifiée, attend sous les lourdes tentures du lit. Henri IV entre, le visage impassible, mais chaque geste trahit une tension extrême. Les témoins, immobiles et silencieux, forment un cercle macabre autour d'eux. Ce qui se déroule alors défie l'entendement. Pour faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes, le roi ne devait pas seulement consommer le mariage, mais le faire avec une vigueur incontestable. Les chroniques, réécrites plus tard pour servir la propagande royale, parlent d'un exploit. L'union aurait été consommée 3 fois au cours de la même nuit. Une dame de compagnie de la reine écrira pourtant dans un journal secret, retrouvé des siècles plus tard, « Sa Majesté la reine est restée silencieuse et pâle tout du long, le regard fixé sur le baldaquin, comme si son âme avait quitté son corps pour échapper à l'humiliation de tant d'yeux posés sur elle. » Cette triple performance, cet acte de virilité désespérée, était une mise en scène tragique. Dans une lettre interceptée, un noble présent cette nuit-là confiera « Le roi a joué son rôle avec une ardeur suspecte, comme un homme qui craint davantage le jugement des vivants que celui de Dieu. » La plus grande preuve de puissance du royaume venait d'être une farce monumentale. Au lever du jour, la farce laissait place à un autre rituel, tout aussi glacial, celui de la vérification. Les témoins de la nuit, devenus juges du matin, furent convoqués pour l'inspection des preuves. Les draps du lit royal devaient être exhibés, portant les traces irréfutables de la consommation et de la pureté perdue de la reine. Des témoignages officiels furent recueillis et consignés dans les archives, validant l'acte et, avec lui, la virilité du roi. Pourtant, cette validation officielle ne trompa personne. La performance avait été si excessive, si désespérée, qu'elle ne fit qu'alimenter les soupçons qu'elle devait éteindre. Les années qui suivirent furent la preuve la plus accablante de cet échec. Le lit royal resta stérile, et le mariage ne fut jamais véritablement consommé. La conséquence la plus dévastatrice de cette nuit fut l'annulation ultérieure du mariage, demandée des années plus tard en citant officiellement l'impuissance persistante du roi. Le secret était devenu une vérité d'État. Lorsque la reine donna finalement naissance à une fille, Jeanne, le royaume tout entier la rejeta, la surnommant la Beltraneja, persuadée qu'elle était l'enfant du favori du roi, Beltrane de la Cueva. Le mystère de sa paternité, né de l'humiliation publique d'Henri, plongea la Castille dans une guerre de succession sanglante qui redessina l'avenir de l'Espagne et du Portugal. La guerre qui s'ensuivit ne se contenta pas de verser le sang. Elle mena une autre bataille, plus silencieuse, dans les archives du royaume. Pour asseoir leur légitimité, les vainqueurs, les futurs rois catholiques, orchestrèrent une vaste campagne de censure. Des documents furent systématiquement détruits, des chroniques réécrites, et tout témoignage qui aurait pu jeter le doute sur l'impuissance d'Henri IV ou soutenir la légitimité de sa fille Jeanne fut effacé. L'histoire de cette nuit de noces humiliante fut transformée en une justification politique, une preuve de la décadence d'un roi faible pour légitimer une nouvelle dynastie. L'héritage le plus profond de cet événement ne fut donc pas seulement une guerre,
mais la consolidation de l'idée que le corps du monarque est une propriété publique. Le drame d'Henri IV servit de terrible précédent, renforçant pour les générations futures la nécessité d'une surveillance intime encore plus stricte. Le secret et l'échec d'un homme devinrent la justification pour le contrôle de tous. Ce que nous savons aujourd'hui est le fruit d'un travail d'archéologie historique, une reconstruction patiente à partir de fragments de correspondances privées, de chroniques étrangères et de témoignages qui ont échappé aux flammes. La vérité de cette farce royale reste un secret enfoui sous des siècles de propagande, un héritage occulté qui nous rappelle que l'histoire est presque toujours écrite par ceux qui gagnent la guerre. L'histoire, comme nous l'avons vu, est un palais de miroirs et de portes closes où la vérité est souvent la première victime du pouvoir. Le destin de Jeanne de Portugal est celui de tant de femmes de la haute aristocratie européenne, dont le corps et la destinée furent traités comme des instruments politiques, leur humanité sacrifiée sur l'autel de la succession dynastique. Ici, sur Secret de l'alcôve royale, notre mission est de retrouver les clés de ces portes interdites pour redonner une voix à ces reines et princesses que l'histoire officielle a tenté de faire taire. Pour continuer à explorer ces coulisses du pouvoir avec nous, pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations, abonnez-vous et rejoignez notre cercle de passionnés. Si ce récit vous a touché, montrez votre soutien avec un pouce levé. C'est ce qui nous permet de faire revivre ces mémoires oubliées. Dites-nous de quelle région de France ou du monde vous nous découvrez. Et surtout, quelle autre figure féminine historique mérite que nous menions l'enquête. Votre curiosité est notre boussole. De nouveaux secrets impériaux, encore jamais racontés, vous attendent.